très heureux d'accueillir notre cher collègue et ami Si Khalid Ahmed. Si Khalid, notre intervenant d'aujourd'hui, c'est un exemple d'un technicien agricole, source de fierté pour notre école Soueila de Marrakech, comme directeur de projet d'amandier à la région de Marrakech, Chichawa, pour une exploitation d'environ 500 hectares. Là, parmi les entretiens qu'on faisait, c'est la taille de l'amandier. La taille, bien sûr, elle est liée à la densité. Pour une densité normale, une densité faible, une densité de 400 arbres par hectare, on peut à 4 charpentes et on fait la taille de formation pendant 3 à 4 années, en préparant bien sûr les étages de l'arbre, les charpentes, les sous-charpentes et ça de suite jusqu'à la 4e année. On commence tout simplement à faire des étages pour que l'arbre ne monte pas très en haut. Là, on est sur la pollinisation. Pour la pollinisation, premièrement, la pollinisation, elle est nécessaire pour les variétés auto-incompatibles. Les variétés auto-incompatibles, toutes les variétés d'ailleurs, toutes les variétés précoces sont incompatibles. Ils ne peuvent pas être croisées elles-mêmes. Donc, ils ont besoin de minimum 2 à 3 variétés dans un verger. Et ces variétés doivent être alignées une variété par autre pour faire le maximum pour favoriser au maximum possible la pollinisation croisée. Pour les variétés autocompatibles qui commencent maintenant à apparaître, ils n'ont pas besoin de cette pollinisation, ils se pollinisent elles-mêmes, donc les abeilles, ils ne sont pas aussi nécessaires. L'irrigation. Pour l'irrigation, pour l'amandier, sont entre 8 000 à 10 000 mètres, plus que l'olivier, un peu moins que les agrumes. Mais il y a un avantage pour l'amandier, c'est surtout dans le temps. Donc, l'amandier, ses besoins sont plutôt concentrés vers le mois bien sûr, selon la variété, les variétés précoces et les variétés tardives, ça commence ses besoins à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Là, cette période, on doit être très vigilant, on doit apporter tous les besoins en eau pour l'arbre. À partir de juin, peuvent descendre, on peut même arriver à uniquement 40% de l'évapotranspiration. Donc là, il fait la différence avec les agrumes, mais ce que je peux dire surtout pour la fertilisation et surtout vécu dans cette région, dans notre région, surtout on a un problème avec l'azote. L'azote trouve toujours des problèmes du bord. Donc il faut être très vigilant dans ces trois éléments. Je dis l'azote, et moi, d'après mon expérience, plus efficient que la période sur les variétés précoces, voire les sols qui sont. Pour la fertilisation, je dis bien que les besoins ils sont entre 100 unités d'azote jusqu'à 140, et la même chose pour le potassium, mais entre 40 et 50 pour le phosphore. Mais aussi, surtout, il faut faire très attention pour le zinc et pour le bore. Et aussi, il faut que l'azote on doit être vigilant. Et moi, d'après mon expérience, je trouve que l'azote ammoniacal, il est plus efficient que l'azote nitrique, d'après notre expérience et d'après les analyses qu'on fait chaque année. Donc là, je passe aux maladies et je passe aux ravageurs. Pour les maladies en général, on procède à un traitement hivernal, un traitement hivernal avec le cuivre, bien sûr, pour contrôler la plupart des maladies cryptogamiques. C'est un traitement hivernal. Donc là, parmi ces maladies, on peut citer par exemple la moniliose, la rouille. On peut citer quelques maladies, bien sûr. Donc, pour les insectes, ici dans cette région de Marrakech, la région du Chichawa, et surtout les régions où la température est très élevée en été, on a un problème, surtout avec les acariens. Il faut très bien les contrôler. D'ailleurs, on fait des contrôles à partir d'hiver avec les huiles minérales. Il y a le problème du faux-tigre, il y a le problème des scolites, surtout pour les vergers mal entretenus ou les vergers affaiblis. Il y a parfois le problème des capnotes. Et là, on commence à voir année par l'autre le problème des citoines. Là, le problème des citoines, ça reste un problème parce que pour le contrôler avec les traitements chimiques, c'est difficile. C'est pas pour tuer l'insecte, mais parce qu'il coïncide exactement avec la floraison. Donc, on peut tuer les abeilles avec. Mais ce que je peux dire, c'est que cet insecte, il est surtout vulnérable
à partir du mois de mars et fin février. Donc, pour les variétés tardives, le risque est beaucoup plus important. Les variétés qui commencent leur floraison à partir du mois de mars, le risque est plus important. Et le contraire pour les variétés très précoces. Les variétés très précoces, en général, ils ne sont pas touchés avec cet insecte. Mais ça devient un problème partout. Vous avez parlé de la pollinisation. Donc, vous avez bien exposé la disposition des variétés, c'est très important. J'ai bien apprécié votre intervention en disant qu'il faut associer au moins 3 variétés parce que les gens ils associent 2 variétés. Lorsqu'on associe 2 variétés, la variété de fond, la floraison n'est pas à 100% couverte. Il y a une partie précoce qui ne peut pas être pollinisée ou bien une partie tardive qui ne peut pas être pollinisée. Donc, il faut cadrer la variété de fond avec 2 pollinisateurs. Ou bien, il est très difficile de trouver 2 variétés qui fleurissent en même temps, qui commencent début de floraison en même temps, qui finissent la floraison en même temps. C'est très difficile. Donc, il y a toujours un décalage de 5 jours, 3 jours. Donc, si on fait 3 variétés, c'est une bonne couverture entre les variétés. Et si on fait plus, c'est beaucoup plus mieux. Tant qu'il y a beaucoup de pollinisateurs, tant que la production augmente. Au maximum. Et vous avez également dit la disposition des ruches, c'est très important parce qu'il faut les disposer. Donc les lignes de plantation sont orientées nord-sud. Donc il faut placer les ruches du côté est pour traverser, par exemple, de passer. Les abeilles passent de la variété de fond aux pollinisateurs et ainsi de suite. Si on les place de l'autre côté, ils peuvent butiner uniquement sur la même variété et de ne pas passer sur d'autres variétés. D'autres précisions pour la floraison, pour la pollinisation. Au moment de la pollinisation, il vaut mieux d'éviter de la présence des mauvaises herbes ou des plantes qui sont fleuries avant l'amandier. S'il y a d'à côté des plantes qui sont en fleurs, l'olivier a tendance à butiner en premier, à s'adapter sur ces plantes qui sont en fleurs avant l'amandier et ne pas butiner beaucoup plus sur l'amandier et de cette manière la pollinisation devient de beaucoup plus faible. بالنسبه للاطاي السي خالد il a évoqué uniquement la taille de formation alors que la taille de fructification هي اللي épineuse. كاين لو بروبليم اخر اللي خصنا نطرقوا له مزيان وهو لو بورتغريت باسكو تراديسيونيلمون الفلاحه كيديروا غير العظم وتيعطي دو تري بون ريزولتا لان لو فرون كما كتعرفوا كيعطي ان سيستيم راسينال اللي هو فيغورو وتيصبر لدوك لي كونديسيون ديال الجبل وديال لي كونديسيون دو بروبليم دو اي دو سول وهذا الشيء علاش هو. شكرا. Pour la taille, je dis une chose. Moi, j'ai parlé de la taille de formation. La taille de fructification, ça dépend. On peut toujours procéder à des tailles de fructification. Mais ce que je peux dire, c'est par exemple à la Californie où on produit 2000 à 3000 kilos par hectare, ils ne font pas de taille. Ils font que la taille de formation et par la suite, ils laissent l'arbre grandir comme il veut. Donc, ils ne font pas de taille, ils font des productions énormes. La taille, il peut avoir un effet sur la régularisation si on n'a pas d'eau. Mais dans les régions où le problème de l'eau, ça se pose, moi, je peux dire qu'on peut faire des productions très importantes sans passer par taille, sans faire aucune taille. Là, pour la taille, si on trouve qu'on ne peut pas avoir une quantité d'eau, on peut prendre de l'eau, on peut toujours diminuer l'arbre, diminuer son gabarit pour la contrôler, pour la mieux contrôler en eau. Le traitement hormonal affecte. Le traitement hormonal, il a bien comparé à la pêche, le problème de Dormex là. Oui, oui. Le problème de Dormex, c'est que d'après les analyses, le Dormex, il passe directement en noyau. Il se concentre en noyau. Oui. Pour la pêche, il n'y a pas de problème parce qu'on ne consomme pas le noyau. Mais pour les amandes, c'est risqué.
on va avoir des traces très élevées en cette matière-là au niveau des noyers. Mais même ça, on a fait des petits essais sur quelques arbres, mais il n'était pas satisfaisant. Donc, à mon avis, parce que même le dormez, qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas l'œuf que la fleur a besoin, mais il regroupe uniquement la floraison. Oui, oui, oui. Et ce problème, ça ne se pose pas pour l'amandier. La floraison, il va être regroupé facilement avec la chaleur. Mais le problème, après la floraison, les fleurs, s'ils n'ont pas leur besoin de froid, ils vont chuter par la suite. Le crangal, c'est parmi les maladies très connues, surtout à la pépinière. À la pépinière, il est très connu, donc les gens de l'ONSA et de protection végétale, ils sont très vigilants dans ce point-là. Mais ce que je peux dire pour ne pas avoir ce problème de crangal, il faut jamais utiliser des plants à racines nues. Là, il y a un grand risque parce que les sols au Maroc, ils sont affectés, très infectés par le crangal. Donc, si on utilise des plants à racines nues et on procède à l'habillage de ces racines, automatiquement, on va avoir l'expérience. Il ne faut jamais utiliser les racines nues. Il faut utiliser des racines en sachet, des plants en sachet, et il faut que les plants soient très jeunes pour que les racines ne sortent pas des sachets. Pourquoi? Parce que les racines qui sont enrobées dans leur tube, ils sont protégés. Ils sont bien protégés. Mais si on les coupe, on laisse des fenêtres pour faire entrer le crangal. Les champignons. Là, pour ne pas avoir le crangal, il faut procéder à des plants sachets. Merci. Alors, j'ai une petite question par rapport à un retour d'information par rapport à la gommose de l'amandier. Alors, ça fait d'abord une dizaine de jours que j'ai quelques arbres qui ont de problèmes. Alors, quand j'ai demandé quelques-uns, certains m'ont dit c'est un excès d'eau, c'est un manque d'eau, mais j'ai jamais eu une réponse claire par rapport à ça. Est-ce que je dois m'inquiéter parce que c'est seulement quelques arbres, le verger, ou sinon, est-ce que quelqu'un, il a eu de l'expérience là-dessus? Merci. Bien sûr. Donc, pour la gommose, d'abord, il faut savoir, ce n'est pas une maladie, c'est une réaction de l'arbre. L'arbre, quand tu vois la gommose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'arbre. Soit un excès d'eau, soit un manque d'eau, soit un problème phytosanitaire. Donc, l'arbre, il a un problème. Donc, normalement, cette gommose-là, il peut apparaître beaucoup, il peut plutôt être dangereuse si les arbres ils sont très jeunes. S'ils sont très jeunes, cette réaction, cette coulure de gommose, et je dis bien, la gommose, quand il se trouve au niveau du tronc, quand tu as des coulements au niveau du tronc, là, c'est un peu difficile pour un arbre très jeune. Il y a le risque qu'il meure. Mais il faut savoir qu'il y a un problème là-dedans, soit l'excès d'eau, soit le manque d'eau, soit un problème phytosanitaire. C'est ça ce que je peux dire en général. On a vécu cette expérience, mais si la mortalité, il ne dépasse pas le 1%, 2% maximum dans les premières années, là le problème n'est pas aussi important. Mais s'il y a une mortalité très élevée, là, il faut voir, parce que en général, j'ai remarqué ça surtout dans les vergers qui sont plantés directement sans passer par un sous-soulage, sans passer par un travail profond du sol. Là, dès qu'il y a des pluies élevées, l'eau peut stagner à l'intérieur et l'arbre il réagit en imitant cette gommose. Ou bien lorsqu'il est très sec, lorsqu'il y a le problème de sécheresse, les racines ne sont pas aussi développées.
on peut voir ce problème de gomose. Si Shahidi. السلام عليكم. كنشكر السي حماد على هذا l'exposé très professionnel qui reflète une longue expérience. غير mon intervention et ma question aussi en réponse à monsieur Boubia concernant هذيك la maladie ou هذاك le symptôme de sécrétion de gomme, il est dû à plusieurs causes. Soit une bactérie, le chancre bactérien, il est dû à plusieurs espèces de bactéries. Il y a le Pseudomonas syringae, soit un chancre cryptogamique, chancre de champignons. Ouais. Il y a là plusieurs champignons. Il faut soit faire un diagnostic et un prélèvement laboratoire pour détecter exactement le problème. Soit, comme m'a dit Sir Hamad, soit il est dû à une attaque d'insectes. Mais l'insecte il est apparent, le scolite ou autre chose, un xylophage. Ou là, un excès d'eau. Un excès d'eau, c'est-à-dire, ce que j'ai remarqué, les gens, ils irriguent les jeunes plants de la même façon que les vieilles plantations. Ils donnent la même dose. Alors l'arbre pour contrecarrer contre l'excès d'eau, il sécrète la gomme. هذه d'une part. Il a qu'un les bactéries ou les champignons, c'est un badigeonnage au niveau du tronc par un cuivre et répéter deux traitements, un traitement avant la taille et un traitement après la taille en foliaire. Il a qu'un le chancre bactérien ou la fongique. Autre chose, il faut être très vigilant d'une maladie qui attaque l'amandie, une maladie de quarantaine, il y a Xylella, la fameuse Xylella qui attaque l'olivier. Elle attaque aussi bien l'amandie en Espagne, en Italie, en France. Xylella fastidiosa. D'une part. D'autres maladies, il y a la région, les maladies banales comme la moniliose et la cloque, ils sont faciles à contrôler. Surtout en préventif. D'autres maladies qui sont difficiles, le corinome, les taches criblées, parce qu'on ne trouve pas un éventail de traitements de produits homologués. On ne trouve rien que les produits de contact, les anciens produits comme le cuivre ou là le tiram. Quel est le problème? Le corinome bijaranké ou les taches criblées. Ou d'autres maladies, le polystigma, les taches rouges, les taches lisses. Qui ont bien rouge, orange sur les feuilles, ils sont difficiles à contrôler. Le verticillium. Le verticillium, c'est un problème dans la région. L'anthracnose, il y a la gomme, qu'on في l'amande. L'amande sécrète une gomme avant la nouaison, l'anthracnose. C'est un problème. Je vais ajouter un autre insecte qui vient d'apparaître ces dernières années, c'est la guêpe de l'amandie. On ne le connaît pas, mais ça commence à apparaître ces 2 dernières années. D'ailleurs, cette année, il a fait ravage dans les régions du Nord. J'avais des amis qui ont de l'amandier à la région de Gersif. Ils ont des attaques très importantes de cet insecte. En Espagne, ils commencent à avoir des attaques importantes de cet insecte. Il a entré. Et cette année-là, même à Marrakech, on a des attaques qui commencent à faire peur et qui commencent on doit les traiter. Donc, cet insecte, il s'appelle la guêpe de l'amandier. Normalement, un petit insecte qui pique l'amande juste après au moment du grossissement et le fruit là-dedans, le petit chenille, quand ça, il mange le fruit là-dedans et on a un amandon vide. Donc, il faut faire des traitements pour les gens qui ont remarqué. D'ailleurs, pour le voir, tu vois le fruit qui sécrète une petite gomme. Un fruit vert qui sécrète la gomme. Donc là, il faut le traiter, il faut commencer les traitements à partir de la nouaison. Juste au moment du grossissement de fruits, il faut minimum faire 2 traitements. Pour la pollinisation, est-ce que vous n'utilisez pas les ruches de bourdon? Non, les bourdons, ils ont un avantage, c'est que jusqu'à présent,
Mais jusqu'à présent, nous avons l'opportunité d'avoir des abeilles gratuitement, uniquement avec les apiculteurs qui peuvent amener tous leurs abeilles pour produire leur propre miel. Donc, jusqu'à présent, on ne pense pas à cette option-là tant que l'option des abeilles, elle existe et gratuitement, avec une condition de ne pas utiliser les insecticides à cette période. Une deuxième question. Merci. De Sejbli Mohamed. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur Khalid, pour votre intervention. S'il vous plaît, comment manipuler avec le CapNode? Donc, pour le CapNode, avec notre chance, moi, à vrai dire, j'ai jamais assisté d'après toutes les vergers qu'on a, on n'a jamais une attaque de CapNode. Mais ce que j'ai remarqué, pour les vergers conduits en irrigation goutte à goutte, le risque est très faible. Le risque de propagation de cet insecte est plus faible que les vergers irrigués en gravitaire. Et aussi pour les sols un peu lourds, les sols limoneux, argileux, la contamination, les attaques, ils sont plus faibles qu'un sol léger. Pour les combattre, les méthodes anciennes, soit on passe par des traitements chimiques, soit on passe par le capnotage, on ramasse les mâles et on les détruit. Ou bien un traitement chimique, c'est tout ce qu'il y a. Mais je pense que les irrigations et les techniques culturelles, ils ont un effet très positif sur cet insecte vulnérable.